Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Avant de laisser la parole à mon invité, je voulais vous présenter un super podcast qui se nomme Vie au carré. Julie et Clotilde s'interrogent avec leurs invités sur l'équilibre de vie pro-perso, mais je les laisse vous en parler avec leurs propres mots. Bonjour Julie, et merci de m'accueillir sur ton super podcast. Moi c'est Clotilde, et avec ma copine Julie, on a créé Vie au carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro et vie perso. Comme dans Découvre, Ose et Deviens, on interroge des gens au profil très variés. Mais notre grande question, c'est à combien évaluez-vous votre équilibre vie pro et vie perso, et on décortique la note. Cette question, on l'a posée à la ministre Marlène Schiappa, à l'avocat du professeur Raoult Fabrice Divisio, à Myriam, infirmière libérale, ou encore au chef Victor Mercier. À bientôt sur Vie au carré pour découvrir tout ça, et très bon épisode de Découvre, Ose et Deviens. Cette semaine, je reçois Maxime qui exerce le métier de chef de réception à l'Hôtel du Berry à Paris. La vocation de Maxime pour les métiers de l'hospitalité a démarré très jeune et là d'ailleurs, il nous le confie, sauvé d'un probable naufrage scolaire s'il s'était entêté à rester dans un parcours classique. Ce choix de métier dans l'hôtellerie, puis très vite dans l'hébergement, s'est imposé à lui comme une évidence. Celle de pouvoir mettre au cœur de sa mission la relation humaine, celle avec ses clients bien sûr en tout premier lieu, mais aussi de son équipe. Je retrouve beaucoup de similitudes avec Chloé, chef d'orchestre, dans cette absolue nécessité d'accorder les êtres humains qui composent une brigade de réception, les embarquer et les diriger dans une même direction, celle d'offrir une expérience enchantée unique. Cette passion chevillée au corps, il souhaite désormais la partager au plus grand nombre et s'est lancé un nouveau défi, celui de l'aventure entrepreneuriale. Il a ainsi créé Hospitality Insider, structure de conseil et de formation pour tous les professionnels souhaitant transformer l'expérience de leurs clients. Maxime, merci 1000 fois de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier avec autant de passion et je te souhaite énormément de succès dans ta nouvelle aventure, notamment podcastienne. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti. Eh ben bonjour Maxime. Bonjour Julie. Je suis vraiment ravie de pouvoir t'interviewer. Alors, après Nicolas, chef concierge du Peninsula, et Xavier, chef sommelier du Crillon, je trouvais que c'était super intéressant de pouvoir t'interviewer parce que tu exerces le métier clé dans un hôtel de chef de réception à l'Hôtel de Berry à Paris. Et c'est vrai que, alors vu de mon côté, du côté client, c'est vrai que pour moi c'est vraiment un rôle pivot, on va dire, qui intervient à des moments clés en fait de ton séjour. Alors si je le vois de mon côté, c'est vrai que c'est le moment où t'arrives, t'es fatigué de ton voyage, t'as envie de poser tes valises et t'as qu'une envie, c'est qu'on te donne ce fameux badge pour rentrer dans ta chambre et démarrer l'aventure. Et puis tu interviens aussi, là c'est un peu la vision que j'en ai, mais tu interviens aussi à un autre moment un peu plus douloureux qui est la fin du séjour, au moment où on doit passer à la facturation. Voilà, mais j'ai évidemment hâte que tu nous en dises un peu plus sur ton métier et qu'on aille plus en détail que ma propre petite vision que je peux en avoir de client. Avant de parler très concrètement de ton métier, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours et que tu nous expliques déjà quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant et puis comment tu es arrivé à ce super métier. Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Il y a quand même quelques similitudes. Je pense que ta vision de mon métier est assez intéressante et en effet, elle se complète bien avec celle de Nicolas comme chef concierge. Mais je t'en dirai plus tout à l'heure. Alors écoute, tu seras assez surprise, mais quand j'étais petit, je voulais faire de la restauration. Je voulais déjà faire de l'hôtellerie et de l'accueil. Je me souviens d'être chez mes grands-parents et il y avait un vieux meuble que je ressortais et déjà je jouais à accueillir dans mon restaurant pendant que mon frère faisait des pâtisseries et était plutôt au fourneau. Virtuel évidemment à l'époque. Et en fait, je pense que j'ai toujours voulu faire ça même si j'ai jamais mis le doigt dessus et le mot dessus avant après le collège. Personne dans ma famille n'a jamais fait ce métier ni de près ni de loin, on n'est pas du tout dans l'accueil. J'ai plutôt une famille de scientifiques et moi j'étais plutôt celui qui parlait beaucoup, qui était tourné vers l'autre et
et avec une facilité pour les langues et pas du tout pour les mathématiques. Donc assez naturellement, il a fallu que je trouve ma voie et après un collège difficile, j'ai eu la chance de découvrir l'école hôtelière. Ça a été mon premier pas. Donc quand tout le monde rentre normalement en seconde générale, moi j'ai attaqué avec une seconde technologique à l'école hôtelière de Grenoble. Ça s'appelle l'école hôtelière Lesdiguières, c'est plutôt une très bonne école. Et en fait, donc j'ai fait ce qu'on appelle un bac technologique hôtelier. Et pendant 3 ans, donc j'ai découvert la restauration, donc les services en salle, la cuisine, toutes les préparations, les fiches techniques, avec la pâtisserie également, et la partie hébergement, qui à ce moment-là de ma formation était encore très très théorique. Et on faisait également beaucoup de stages. Donc déjà on avait un hôtel d'application, il fallait faire le rôle d'un valet de chambre, puis d'un gouvernant, travailler sur les lieux publics. On faisait également des services de petit déjeuner. Et donc là j'ai rapidement su que j'avais trouvé ma voie, que je me plaisais là-dedans. Et en fait j'aimais un petit peu tous ces métiers, mais quand même avec toujours plus de plaisir dans ce qu'était l'accueil, restauration et hébergement. À l'époque, je faisais pas... Donc une certaine cohérence tout le long, quoi. Hein. C'est-à-dire que parce que trouver cette vocation, tu l'as eu du coup assez jeune, J'avais 15 ans, ça s'est confirmé en fait au travers des études, quoi. D'accord, ok. Tout à fait. En fait, ma chance, ça a été de ne pas réussir à l'école. Si je peux le dire comme ça. J'étais vraiment nul au collège. C'était très compliqué pour moi de rester assis sur une chaise à écouter un professeur parler. Je voyais pas l'application. Je te disais tout à l'heure les mathématiques, mais c'était valable avec toutes les autres matières. C'est-à-dire que je comprenais pas à quoi ça me servait dans la vie, dans la rue, dans le travail. Et le jour, donc il a fallu quand même que je fasse quelque chose. Donc je me suis fait aider de conseiller d'orientation. Et c'est le jour où on m'a donné le livret, je me rappelle très bien, le livret d'accueil de l'école hôtelière de Lesdiguières. Je suis rentré chez moi, j'ai montré à ma mère et je lui ai dit c'est ça que je veux faire et je veux travailler pour rentrer dans cette école parce qu'il y avait un concours pour rentrer dans l'école hôtelière de Lesdiguières. Alors, tu penses que pour moi qui avait un niveau tout juste passable où je menaçais de redoubler entre la 5e, la 4e, la 3e, on me dit bah là il va falloir avoir un dossier de sélection, c'est bien plus dur que le niveau de brevet des collèges, attention, et il faut que tes notes soient cohérentes. Donc je suis passé du jour au lendemain de tout au fond de la classe à tout devant, ce qui m'a valu la moquerie de tous mes camarades, parce qu'on t'aime bien quand t'es le cancre et que t'amuses un peu la galerie, c'est beaucoup plus dur quand tu deviens le bon élève. Et il a fallu que j'augmente ma moyenne pour passer le concours en 2004 ou 2005 je crois. Mais comme tu étais motivé, en fait, là, tu as retrouvé les ressources exactement. parce que tu voyais pourquoi tu faisais tout ça, quoi. Ouais, je comprenais pourquoi je faisais tout ça. Et donc, j'ai passé ce concours avec beaucoup de difficultés, je dois dire. Je l'ai eu. Et le jour où j'étais prêt à l'école hôtelière Lesdiguières, ma vie a pris un virage complet. Et là, je suis lancé dans la voie de l'hôtellerie-restauration et je n'en suis jamais sorti. Et tes parents, comment ont réagi, comment a réagi ton entourage par rapport à ce choix-là, d'arrêter, de pas aller faire un lycée voie générale, etc. Ils t'ont accompagné là-dedans. Ils ont bien vu que c'était ta vocation et ils t'ont laissé faire, ils t'ont fait confiance. Enfin, comment ils ont réagi? Alors, j'ai envie de dire qu'ils avaient presque pas le choix. C'est-à-dire que dans mon cas, c'était pas envisageable de m'envoyer dans une voie générale. Ils voyaient bien que je m'ennuyais. Quand je m'ennuyais, j'avais tendance à le faire savoir. Mes professeurs en souffraient beaucoup. Donc c'était compliqué pour tout le monde. Et je suis pas du tout grandi dans une éducation castratrice. Tu feras un bac S, puis des études supérieures. C'est plutôt trouve quelque chose qui puisse te permettre de t'épanouir. Et si c'est l'école hôtelière, amuse-toi. Et au contraire, tu verras, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ma mère me reparle encore du jour où je suis arrivé et je lui ai montré ce fameux livret de formation où il y avait tout le parcours. Et je lui disais, regarde maman, je peux aller jusqu'à un niveau de master. Ma mère en revenait pas. À l'époque, je parlais de CAP et d'arrêter l'école le plus vite possible, mais j'étais encore trop jeune pour pouvoir arrêter l'école. Et là, d'un coup, je lui dis, je voudrais aller jusqu'au master. Et ce qui est assez amusant, c'est que 8 ans plus tard, j'étais au niveau master, toujours dans l'hôtellerie, et j'ai fait tout mon parcours là-dedans.
Et ça, c'est incroyable. Tu me fais penser aussi à Benjamin, que j'interroge. Alors, tu n'as pas pu voir l'épisode parce qu'il sort ce dimanche. Mais Benjamin, en fait, il a toujours voulu être pompier. Mais depuis qu'il a 14 ans, voilà, il est rentré dans les pompiers volontaires, etc., etc. Il n'en est jamais sorti. Et comme toi, sainte horreur des cours. Quand la prof de philo lui demandait de faire un contrôle, il disait non, bon, ça m'intéresse pas, et il sortait ses classeurs pour réviser ses trucs de pompier, tu vois, en classe, bon, bref. Et quelques années plus tard, ben, il a passé un master en formation, parce qu'il est devenu instructeur en secourisme. Et donc, incroyable comme quand tu sais pourquoi tu fais, t'as beaucoup plus de facilité à revenir aux études parce que tu comprends le pourquoi. Complètement. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix-là, en fait? À quel moment tu t'es dit, ok, je bifurque, je vais vers ça. En fait, c'était c'est un choix de carrière. Tu parlais tout à l'heure de cohérence. Je pense que c'était déjà assez clair pour moi que là où je me voyais dans une entreprise, c'était devant l'hôtel. C'est-à-dire sur la partie accueil. Ça, c'était... Okay. Je mettais pas les mots dessus, mais c'était déjà évident pour moi que c'était l'endroit où je voulais me trouver. Et aussi parce que l'hébergement permet d'avoir c'est une voie toute tracée pour aller vers les métiers de la direction. Okay. Ce qui m'intéressait derrière, c'est de la direction générale, aller faire du revenu management, on en parlera après, qui est un métier très spécifique. Ça se fait moins quand on passe par un axe de restauration, même si aujourd'hui toutes les passerelles sont possibles. Donc ça, c'était déjà assez clair. Il fallait que je choisisse entre deux voies. Il y en avait une qui m'offrait plus de possibilités d'évolution, donc je suis allé dans cette direction-là. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et alors, du coup, tu dis que tu es allé jusqu'au master, donc après ce BTS, ça veut dire que tu as poursuivi. Et oui, là, on arrive... Tu t'es dit, mais en fait, je veux plus arrêter, quoi. En fait, je veux plus arrêter. J'avais mon BTS responsable hébergement en poche, j'étais encore très jeune, je pouvais travailler, gagner de l'argent, ce que je faisais déjà l'été, quand on n'était pas en stage l'été, j'allais travailler, je faisais des saisons de nuit à Courchevel, dans des établissements, pour gagner en expérience. En fait, tout était occasion pour monter en compétences. Et donc, je voulais absolument m'ouvrir un petit peu sur le management, puisqu'en fait, ces formations de bac techno, BTS sont très concrètes, extrêmement techniques, mais on n'apprend pas grand-chose de management, de leadership. Et j'avais besoin peut-être de m'ouvrir l'esprit. Je pense que j'étais très formaté hôtellerie. Et c'est vraiment ce que j'ai appris pendant la licence et le master. J'ai rencontré des gens qui avaient rien à voir avec mon background, qui comprenaient pas des choses comme mettre un costume, une cravate, comme la ponctualité. Moi, je passais d'une classe de 12 élèves à des amphis à 100, où c'était normal d'arriver 15 minutes après le début du cours et de s'installer, alors que nous, en école hôtelière, 5 minutes avant, t'as déjà tous les élèves qui sont rangés devant la porte. Enfin, tu vois, le virage a été serré. Tu mais m'étonnes. ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, je suis rentré à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Donc, c'est une formation publique qui est à Chambéry. Et ils ont une licence avec un tronc commun tourisme, événementiel et hôtellerie, du moins c'était comme ça à l'époque. Et à partir du master, ça se spécialise un petit peu plus. Moi, j'ai pris donc le master hôtellerie et ça s'appelait management hôtelier et avec une spécialisation revenu management. Le revenu management, c'est tout ce qui est l'optimisation du chiffre d'affaires. Pour faire très simple, le revenu management, c'est ce que tu trouves quand tu réserves un avion aujourd'hui pour aller en Guadeloupe. Si tu le réserves aujourd'hui ou dans 3 semaines, tu n'auras certainement pas le même tarif et en fonction de l'offre et de la demande. Donc la même chose existe. C'est l'équivalent du yield management? C'est exactement la même chose. En fait, on dit souvent yield management dans l'aviation et revenu management dans l'hôtellerie. Mais je savais pas. Ça veut dire exactement la même chose. Ça se pratique... Bon, en gros, c'est tu varies le prix, tu fais varier le prix en fonction de l'offre et la demande, quoi. En gros, tu as du stock, pour faire simple, c'est l'offre et la demande. On dit souvent, voilà, le bon prix pour le bon client au bon moment. Et donc derrière, il y a énormément d'outils qui existent. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, dans la gestion d'un hôtel, est un point crucial. On ne peut pas faire de bonnes affaires, on peut pas faire de bonne hôtellerie même si l'accueil est excellent s'il n'y a pas un bon revenu management derrière. Bien sûr. On n'optimise pas. Et donc voilà, fort de de ce master où je peux pas dire que j'ai beaucoup appris techniquement. J'ai pris de la hauteur, j'ai compris des choses de la vie plus largement, plus que des choses d'école. Et j'ai eu surtout la chance de partir à l'étranger
2 années de suite, d'abord en Irlande puis en Espagne. Donc ça m'a permis de sortir avec un niveau trilingue de master, et c'était vraiment ça que je recherchais. Et qui est un point essentiel dans ton métier, on va en reparler, mais je pense que à minima l'anglais, mais ce qui est sûr, c'est que les langues sont super importantes dans ton métier, quoi. Complètement. Ok. Alors, justement, parlons-en de ton métier. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer juste le périmètre d'intervention et toutes tes missions qui sont bien plus larges que ce que j'ai raconté en intro? Et c'est là où il y a beaucoup de nuances à comprendre par rapport à ce que te racontait Nicolas dans sa description du métier de chef concierge. Les petites structures, notamment 4 et 5 étoiles, n'ont pas de loge dédiée à la conciergerie. Donc très souvent, c'est le réceptionniste qui est réceptionniste concierge. Ce qui, moi, me plaisait aussi, c'est que ça me permettait de découvrir Paris, puisque j'arrivais depuis 6 mois à peine, de mettre tout ça en pratique et de vraiment créer des expériences sur mesure avec nos clients. Et au bout de 6 mois à faire ça, je me suis quand même rendu compte que le métier de concierge, c'était un métier à part entière, et qu'encore une fois, il allait falloir faire un choix entre la réception et la conciergerie. Pour bien mettre la vision claire pour tes auditeurs, la conciergerie, on va dire, est concentrée sur l'expérience client et offre des prestations extérieures à l'hôtel, qui va de la commande de bouquets de fleurs, l'organisation d'une limousine, un restaurant extérieur, quand la réception est beaucoup plus concentrée sur l'intérieur de l'hôtel. On peut le synthétiser comme ça, même si, encore une fois, après, il y a plein de variantes. Moi, je me suis dit, voilà, encore une fois, dans mon plan de carrière, je veux comprendre, je veux tout maîtriser dedans. Et le métier de concierge permet d'aller jusqu'au poste de chef concierge. Derrière, les passerelles pour la direction sont beaucoup plus compliquées, donc je vais choisir la réception. Ok. Alors, c'était très construit, quoi. Il y avait une constance, c'était assez clair depuis le début. Je ne peux vraiment pas l'expliquer pourquoi. J'ai pas eu un modèle en particulier qui m'a fait rêver, auquel je me suis accroché. J'en ai eu plein. Mais j'avais une représentation et j'avais envie d'aller dans cette direction-là. Et donc on arrive en 2014 et là ouvre un établissement que j'attends depuis des années, puisqu'on en parlait déjà depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de palaces à ce moment-là à Paris. Donc il y avait le Shangri-La, Mandarin, tous ces établissements passés palaces, et on attendait un peu le dernier né qui était le Peninsula. Le fameux. Le fameux Peninsula. Et donc je me suis débattu pour être là le jour de l'ouverture et participer à la préouverture en tant que réceptionniste. Et donc une fois rentré au Peninsula, toute ma carrière dans la réception était plus que lancée et fixée. 5 ans plus tard, donc on est venu me chercher de l'extérieur dans un établissement qui venait d'ouvrir et qui avait besoin un petit peu de se redresser et de monter sur un standing sans passer dans du palace, mais quelque chose de plus 5 étoiles à taille humaine. Et donc j'arrive à l'hôtel de Berry en début 2019 en tant que chef de réception. Donc pour répondre à ta question de tout à l'heure sur le métier, comment est-ce que je le vois, le chef de réception, c'est celui qui se charge de l'accueil du client. Enfin, c'est pas que le chef de réception, d'ailleurs, c'est toute son équipe, mais en tout cas, c'est la réception. À partir du moment où il met le pied dans l'hôtel, jusqu'au moment où il repart. C'est ce qu'on appelle, nous, souvent le centre névralgique, puisqu'évidemment, il n'est pas tout seul. Et il y a plein de personnes qui travaillent avec lui. Et on est complètement interconnectés. Donc, on ne peut pas dire qu'un service soit plus essentiel que l'autre. En tout cas, là où l'information se trouve, c'est vraiment à la réception. Et je pense qu'après tout ce que je t'ai dit, tu comprends d'autant plus pourquoi je voulais absolument être là. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations sur tous les clients, sur tout l'hôtel. Souvent, le standard téléphonique dans ces petites maisons passe par la réception également. Je te disais tout à l'heure, la conciergerie également peut y passer. Donc, on a vraiment toute l'information qui nous permet de créer des expériences sur mesure. La réservation passe par là aussi parfois, ou en tout cas quand la réservation est fermée, ça se passe par la réception. Et en tant que chef de réception, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que mes équipes fassent un accueil de haut standing. Aujourd'hui, mon temps, il est très peu passé à l'accueil même du client, même si quand l'activité le permet, ou si j'étais dans une maison avec un peu moins de chambres, je passerai encore plus de temps devant. En tout cas, mon temps, c'est m'assurer que les équipes
ait ce niveau de cohérence et que l'information transite bien, que quand il y a une plainte, elle soit immédiatement reléguée au bon département et qu'on résolve le problème le plus rapidement possible, que le client soit rencontré. Voilà, vraiment qu'il y ait une cohérence, si tu veux, dans toute l'expérience globale. Bon, je retrouve à peu près tout ce que j'avais vu effectivement dans les périmètres d'intervention. J'ai juste une question, c'est que je vois effectivement qu'il y a une notion de gestion de compte client. Qu'est-ce que ça signifie ça concrètement derrière en fait? C'est ce que j'ai pu voir dans les fiches. Est-ce que vous êtes là notamment pour pouvoir... je sais à quel point c'est important en fait, une très très bonne connaissance du client, notamment dans les palaces, pour pouvoir offrir une expérience la plus personnalisée, la plus unique et spécifique à chacun des clients. Est-ce que là aussi vous êtes en prise d'informations pour pouvoir noter un peu toutes les informations, toutes les préférences, etc. Est-ce que c'est à votre niveau aussi que ça se passe ? Bien sûr, Okay. La réception a un très grand rôle administratif. Donc l'information, elle va de le détail de l'heure prévue d'arrivée, puisque que ce soit 11h ou 15h, c'est pas du tout les mêmes problématiques pour nous en réception et dans les étages, puisque les étages et nous on est complètement interdépendants, ça nous demande une organisation très différente. Et ensuite, comment est-ce que le client va être accueilli ? Est-ce qu'il va être rencontré par un membre de la direction ? Donc, est-ce qu'il faut mettre une alerte pour qu'il y ait un appel, tel ou tel manager ? Est-ce que le client est déjà venu parmi nous dans ses séjours passés ? Est-ce qu'il y a eu des plaintes ? Si oui, comment est-ce qu'elles ont été résolues ? Est-ce qu'il y a des préférences qu'on connaît ? Est-ce qu'il il aime le chocolat ou est-ce qu'au contraire, il est allergique aux noix et amandes ? Tout ça, c'est des informations qu'on doit rentrer. Alors, encore une fois, là, je le mets dans la réception. Dans des palaces comme le Peninsula, on a un département entier qui s'appelle les relations clientèle qui s'en occupe. On a un énorme travail qui est fait au niveau des réservations, mais quand on se retrouve dans des plus petites structures, tout est centralisé au niveau de la réception et de toute façon, il faut que la réception ait cette information pour pouvoir faire un accueil de qualité. Donc oui, complètement, il y a un vrai travail de fourmi sur ce qu'on récolte qui est dit de manière explicite, les échanges d'emails, de téléphone, et surtout une partie très implicite où on perçoit notre client, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et ensuite, on va travailler avec les autres départements pour avec les autres services, quoi. Informations. Alors j'ai vu également qu'il y avait une partie de vente de prestations. Alors là, c'est ce que tu disais aussi, ça dépend de la taille de l'hôtel, hein, mais soit des prestations internes à l'hôtel, peut-être des grandes structures, puisque externes, ça va plutôt être la conciergerie. Absolument. Ça veut dire, on vous forme du coup sur cette partie un peu plus commerciale. Alors, de pouvoir présenter les prestations. Et... Donc cette vente, on l'appelle l'upselling, donc c'est de la vente additionnelle. Et tu vas voir que c'est pur revenu management. Généralement, on a des formations soit par des organismes externes. Moi, à l'hôtel de Berry, j'avais déjà eu plusieurs formations, donc aujourd'hui, c'est moi qui forme mes équipes. Mais donc avec le revenu manager, on se rassemble. Lui définit une grille tarifaire à travers laquelle on peut, nous, appliquer des avantages pour le client, puisque l'objectif de proposer un upsell, c'est que ce soit un tarif qui soit avantageux pour le client, où il va profiter d'une catégorie de chambres plus grande, plus spacieuse, avec divers avantages, à un tarif bien plus réduit que s'il l'avait pris sur n'importe quel site internet. L'objectif, c'est finalement d'augmenter notre prix moyen, donc d'augmenter notre chiffre d'affaires, et tout ça, on utilise toutes les techniques de vente qu'on peut retrouver dans les métiers de vente. De façon très classique, quoi. Voilà. Et je dirais la première partie, c'est d'abord une grande capacité d'écoute, passer du temps avec son client, le découvrir, lui faire visiter l'hôtel, lui faire vivre une expérience et lui montrer que l'expérience peut aller encore plus loin s'il le désire, pour finalement un supplément qui est très faible, même s'il peut aller à plusieurs milliers d'euros, mais généralement très faible par rapport à la totalité du séjour qu'il paye, et avec en bénéfice donc une expérience encore plus augmentée. Et l'avantage derrière, je pense que tu le comprends très bien, c'est que pour l'hôtel, on fait plus de chiffre d'affaires. Faut savoir que entre une chambre d'une première catégorie, une chambre d'une deuxième ou troisième catégorie plus élevée, le coût marginal reste presque le même. Donc il vaut mieux vendre une chambre plus chère qui nous coûte à peu près pareil en termes de nettoyage, puisque du coup on fait plus de marge. Donc ça c'est aussi intéressant, il faut aussi le comprendre, c'est que oui on fait de l'expérience client et je suis un fervent défenseur de l'expérientiel, mais on est aussi là pour faire du chiffre d'affaires et gagner de l'argent, et à la fin il faut que mon revenu manager soit satisfait, et bien sûr derrière mon directeur général, si
en plus mon client est satisfait et mon équipe qui prend une commission sur ce qu'elle a vendu, là je me considère pleinement heureux à la fin de ma journée. Alors justement, est-ce que vous avez des objectifs de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on vous en fixe à la journée, au mois, à la semaine? Et autre question parallèle, c'est quels sont les indicateurs de mesure de votre performance en fait en tant que chef de Ouais. réception ou enfin toute l'équipe en tout cas? Alors ce chiffre d'affaires additionnel, c'est un très bon indicateur. On peut pas, la réception ne peut pas avoir un impact sur tout le chiffre d'affaires. C'est pas nous qui prenons les réservations, etc. Mais en tout cas, on a un vrai travail sur ce chiffre d'affaires additionnel upsell. Donc oui, il y a des objectifs. Les équipes sur le terrain, ce qu'elles ont besoin, elles ont besoin d'objectifs quotidiens. Elles ont besoin qu'aujourd'hui, on leur dise, chers collègues, aujourd'hui, il va falloir faire 100, 200 euros de ventes supplémentaires. Ça représente 2 ventes. On vous a bloqué en accord avec le service des étages 1, 2, 3 chambres qui sont généralement des suites les plus belles de l'hôtel pour pouvoir les vendre. Elles seront prêtes dès 8h, 11h du matin. Assurez-vous que vous ayez bien identifié les clients qui arrivaient, parce qu'il y a un énorme travail de recherche là-dessus. On ne vend pas n'importe quelle chambre à n'importe quel client, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie d'une expérience. Si on force un client, on gagnera peut-être une vente, mais on le perdra à vie. L'objectif, c'est que ça s'inscrive dans une démarche globale. Le deuxième critère, c'est la satisfaction client, bien sûr, qui se mesure on a énormément d'indicateurs. Ce que tout le monde peut utiliser, c'est les réseaux sociaux, donc les commentaires, TripAdvisor, Google Avis. C'est un petit peu ce que détestent beaucoup d'hôteliers, mais malheureusement ou heureusement, c'est un des moyens de communication avec notre client et c'est un moyen de l'écouter. Donc il faut être attentif à ça. Quand on a un employé qui est cité, c'est extrêmement important de le remercier, de le féliciter. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour ce client? Partage-le aussi avec les équipes. Comment est-ce que tu as réussi à le faire? Et montre-nous un petit peu la voie. Comment est-ce que toi, tu arrives à créer cette expérience pour que tout le monde s'inspire de ça? Je pense qu'il faut vraiment fédérer chaque succès au sein d'une équipe pour créer cette cohésion et pour donner aussi envie à tout le monde finalement de se motiver, de se dépasser. De s'améliorer. S'améliorer constamment. Mais c'est vrai, c'est une notion essentielle dans ces métiers. Je parlais d'exigence. On doit toujours être au top niveau. Il faut que le collectif soit bon pour que individuellement on puisse aussi performer et s'épanouir là-dedans. Alors justement, tu parles de collectif. Vous êtes en moyenne combien? Alors je sais que tu vas me dire que ça dépend beaucoup des hôtels. On va dire l'hôtel de Berry ou le Peninsula, par exemple, en réception, vous êtes combien? Alors, un hôtel de Berry qui fait 75 chambres, pour donner une idée, avec un seul restaurant et un spa qui ne nécessite pas de personnel. J'ai 10 personnes avec moi en réception, sachant qu'il y a un département relations clientèle qui représente une personne, qui est inclus dans mes équipes, et la conciergerie bien à part, les voituriers bagagistes bien à part de tout ça, qui font également partie de l'accueil. Dans un établissement comme le Peninsula, où là on est plutôt sur du 200 chambres, avec 600 employés dans tout l'hôtel, un spa, 3 restaurants, on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus de monde. Rien qu'en réception, il y a déjà une vingtaine de personnes. C'est incroyable. Alors, est-ce que tu peux nous donner, tu as commencé à parler des grades, et alors j'ai 2 questions, c'est les grades et les spécialisations, parce que j'imagine que vous n'avez pas tous les mêmes missions au sein de la réception, j'imagine. Alors, moi j'aime que mes équipes soient capables de tout faire, donc j'essaye de leur donner un maximum de polyvalence, donc tout le monde tourne sur tous les postes. Ça se passe pas comme ça dans toutes les maisons, mais généralement, il y a 3 shifts sur une journée, le matin, le soir et la nuit, avec des spécificités. Le matin, je fais vraiment des grandes caricatures, mais ça donne une bonne idée. Le matin, on est sur les check-out, donc les départs clients, les clients qui règlent la note, la fameuse douloureuse dont tu parlais tout à l'heure. On pourra y revenir, parce que c'est aussi une expérience, et c'est pas juste un moment de paiement. Il y a les check-in dans lesquels il y a il y a l'après-midi, le shift après-midi, donc avec les fameux... les derniers départs tardifs et toutes les arrivées. Et après, la nuit où on aurait l'impression en surface que rien ne se passe, c'est là où en réalité, où toute l'activité administrative, les chiffres, vraiment la comptabilité s'enregistre. On passe dans les logiciels tout type de données,
et de la bonne cohérence de ces données, en fait, ressortent tous les chiffres qu'on utilise derrière. Et bien sûr, il y a d'autres activités la nuit qui sont beaucoup plus discrètes. On a parfois les mêmes clients qu'on voit la journée très discrets qui sont beaucoup plus brillants la nuit. Il peut se passer toutes sortes de choses dans un établissement 5 étoiles parisien à 4 heures du matin, comme chacun peut l'imaginer. Tu disais qu'il y avait donc plusieurs postes. Quelles sont les spécialités de quelle fonction chacun a? On va dire le réceptionniste, c'est la première base, c'est le premier élément. Un réceptionniste, il doit être capable de faire un check-in, un check-out, d'accompagner un client dans une chambre, de traiter des demandes, d'enregistrer de l'information et en cas de plainte, au minima de faire un premier filtre, si possible de résoudre, s'il n'en est pas capable de faire appel à un manager. Le chef de brigade supervise les quelques réceptionnistes. Il s'assure que quand on est dans des grandes maisons comme le Peninsula où tu peux avoir 3-4 réceptionnistes à la fois, que il y a un réceptionniste qui soit en train de faire les check-out pendant que l'autre fait les check-in, que tout soit bien organisé, que la journée avance de manière très structurée, que tout simplement, des choses bêtes, mais les pauses déjeuner s'enchaînent bien, puisque c'est pas comme dans certaines entreprises où à midi tout le monde fait la pause, on ferme et on revient. C'est le téléphone sonne constamment, les clients arrivent, ils ont besoin qu'on traite leurs demandes immédiatement, et au milieu de ça, il faut réussir à manger, boire, et faire vraiment les besoins minimums, tout en restant, encore une fois, sur un niveau de qualité optimale. Donc le chef de brigade va gérer ça, et au-dessus, on a le manager qui est là, plus en support, qui est beaucoup moins en contact direct avec le client. Il va agir à partir du moment où il y a une plainte, puisque c'est important aussi qu'il y ait un petit peu cet échelon. Concrètement, l'objectif, c'est de traiter la plainte et de se transformer ça en un moment de satisfaction, encore une fois, en une expérience, puisque un client qui se plaint, c'est autant d'opportunités de résoudre ses problèmes, et si possible, qu'il n'aille pas en plus mettre un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux après. On préfère qu'il nous en parle directement, et surtout de nous améliorer. Alors, quand tu parlais effectivement en fait de la partie du luxe, etc., et notamment des palaces, est-ce qu'il y a des attentes spécifiques de ces clients-là, et qui rend probablement d'ailleurs exercer le métier de chef de réception dans des palaces rend le métier encore plus intéressant. Et je voudrais un peu comprendre ce que ça permet en plus de l'effectuer dans un palace. Alors, oui, dans un palace comme le Peninsula, ce que je faisais la distinction, mais le Peninsula est un palace et l'hôtel de Berry est un 5 étoiles. Concrètement, un ratio, déjà qui donne une bonne idée. Pour 200 chambres, on est sur à peu près 600 employés. Donc ça représente 3 employés par chambre. Sur un hôtel de Berry, on est beaucoup plus sur un employé par chambre, 1,5. Et c'est généralement ce qu'on trouve dans le 5 étoiles. Donc déjà, quand on a dit ça, on comprend mieux les possibilités qu'on a à disposition. Donc, dans une maison comme le Peninsula, rien n'est impossible. On a toujours du personnel. Quand je travaillais la nuit, en tant que directeur de nuit, j'avais 30 personnes avec moi pour gérer toutes les moindres demandes clients et tout renettoyer. C'est inimaginable. 30 personnes, 30 fourmis la nuit qui s'agitent pour que le matin tout soit complètement parfait. Donc oui, on a des moyens qui sont beaucoup plus élevés, mais surtout, on a des exigences qui sont beaucoup plus élevées. Pareil, entre un 5 étoiles et un palace, le prix moyen, en tout cas on va dire le prix de base des premières chambres, va du simple au double, parfois triple. Donc évidemment qu'un client qui paye 1000 € pour sa chambre, même si c'est la plus petite chambre d'un palace comme le Peninsula, il a un niveau d'exigence qui est absolument incroyable. Et on utilise souvent le terme « tout doit être parfait », c'est vrai, dans l'idée, dans la pratique, ça n'est jamais parfait, ça n'existe pas la perfection. En tout cas, on essaye d'en s'en approcher constamment. Et c'est cette recherche de l'excellence, ce que moi j'appelle l'excellence de service, de vraiment créer des expériences qui soient sur mesure pour nos clients et qui soient à la hauteur de ce qu'ils payent et de ce qu'ils viennent chercher. Évidemment, ils viennent chercher un lit et un confort, mais ça c'est pur produit, ça peut se retrouver, on peut acheter la même literie chez soi et tout aussi confortable, mais ils cherchent une aventure émotionnelle dans laquelle l'humain, et donc dans mon cas la réception, a un grand rôle à jouer. Et
j'aime aussi, et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier, qu'à la fin, il se souviendra pas juste de la qualité de sa chambre ou de son repas, mais de la globalité d'expérience, de l'émotion qu'il a pu ressentir et des personnes. Et quel beau privilège quand à la fin, il se souvient d'un prénom, qu'il le met sur un réseau social ou qu'il souhaite passer uniquement par telle ou telle personne pour prendre la prochaine réservation parce qu'il sait que cette personne l'a parfaitement compris. Oh, j'imagine, ouais. Alors justement, quelle technique ou comment on vous forme pour que vous sachiez justement vous adapter, parce que je pense notamment à l'hôtellerie de luxe, hein. Vous avez des clientèles de pays très différents, aux cultures très différentes, aux habitudes aussi de relations très Absolument. différentes. Et ça, je pense que c'est essentiel de savoir s'adapter. Alors, est-ce que vous avez des formations là-dessus? Est-ce que vous apprenez au fur et à mesure? Comment ça se passe? Alors les deux. On a énormément de formations dans ces maisons, formation de gestion de plaintes, formation pour accueillir selon les cultures. En effet, on n'accueille pas un client du Moyen-Orient comme on accueille un Américain. Il y a vraiment des codes à connaître. On ne donne pas sa carte de visite de la même manière à un client asiatique qu'à un client français. Donc ça, c'est des codes à connaître. Typiquement, quand on est dans une maison comme Peninsula, qui est un groupe d'origine asiatique chinoise de Hong Kong, évidemment, tous ces codes, ils sont très importants. C'est même notre culture d'entreprise, ça vient de nos propriétaires. On est multiculturel presque par défaut. Et dans une réception, moi, je n'ai jamais travaillé qu'avec la même nationalité. On parle différentes langues, on vient de différents pays, on parle pas forcément français entre nous à la réception. Oui, on est formé, mais la meilleure formation, c'est vraiment le terrain, c'est l'apprentissage de tous les jours, de voir comment nos collègues travaillent, voir comment nos clients fonctionnent, d'être constamment dans cette écoute active, dans cette empathie, et d'apprendre vraiment les uns des autres. Et c'est une école au quotidien d'être dans un hôtel. Il suffit de s'installer dans un lobby de réception et de regarder l'activité pendant 15 minutes et on comprend qu'il se passe des millions de choses. Ouais. Ça, j'imagine que de toute façon, être au comptoir, c'est le meilleur moyen de sonder, de comprendre le client, en Oui. fait, hein, ça, j'imagine bien. Au même titre, est-ce qu'on vous forme à des situations un peu spécifiques? Je pense à deux en particulier. Une où l'agressivité serait extrêmement importante. Je sais que le client est roi, mais est-ce que vous fixez des limites quand même? Et quelles sont-elles et comment vous gérez ce type de situation? Et puis une deuxième situation, j'avais vu une vidéo, je trouvais que c'était assez intéressant, une formation sur l'accueil aussi de personnes en situation de handicap, où là, ça demande un comportement spécifique, etc. Voilà. Alors, tout à fait, nous avons des formations pour personnes qui sont invalides ou moins valides, tout à fait. On a également des formations spécifiques braquage à main armée. Ça paraît anecdotique, Ah, mais pas il mal. faut savoir Ah que oui. le Peninsula, par exemple, comme beaucoup de palaces, a été braqué une fois. Qu'il faut être capable de réagir dans cette situation. Alors, je te le dis tout de suite, on ne nous apprend pas à être des héros dans ces moments-là. Il faut juste s'assurer d'abord sa propre sécurité et ensuite celle des personnes autour de nous. Donc, oui, on est extrêmement formé. Et ça, pour le coup, ça s'apprend pas dans la vie de tous les jours. Il y a des organismes extérieurs qui interviennent et on a la chance d'avoir, encore une fois, beaucoup de moyens pour pouvoir nous monter en compétences à ce niveau-là. Et on nous apprend aussi, pour le coup, à gérer des plaintes clients et une certaine agressivité. Mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'abord pour moi beaucoup d'écoute active, c'est beaucoup de ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est beaucoup de les compétences douces qui sont liées à l'humain, qui permettent de désamorcer. Et je peux donner tous les éléments techniques à quelqu'un. S'il n'a pas en lui ces compétences douces, et s'il n'a pas cette réelle empathie, cette vraie sincérité pour le client qui est en face, il ne résoudra jamais aussi bien la plainte qu'une personne, un réceptionniste qui n'a jamais été formé, mais qui naturellement se met à la place du client et va dans son sens. Et moi, il l'écoute avec authenticité. C'est ça qui est attendu dans une expérience client. Alors, tu rejoins beaucoup le discours de Nicolas, chef concierge du Peninsula aussi. Vous rejoignez beaucoup sur cette. On s'entendait très bien aussi de ce point-là. Et heureusement que la plupart des gens qui font ce métier déjà ne le feraient pas s'ils n'étaient pas complètement passionnés.
on est presque accro, hein, à ce qu'on fait. Moi, j'adore cette richesse des rencontres clients, des rencontres avec mes collègues, toutes les expériences qu'on peut vivre, c'est tellement fort. Et souvent, quand on me demandait, quand je travaillais au Peninsula, raconte-moi une anecdote folle, c'est souvent la question de quelqu'un qui ne vient pas du métier. Moi, je racontais juste ma journée. On me disait, waouh, oui, t'as vécu tout ça. Bah, oui, parce qu'en fait, il y a une densité qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve peu ailleurs, de par le niveau de standing, de par la taille de l'établissement et tous ces facteurs. D'accord, ok. Alors pour revenir à quelque chose de très concret, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une organisation de type d'une journée en fait toi tu arrives le matin ou le soir, enfin peu importe, mais comment ça se passe, comment ça se décompose entre le front, le back-office, le reste de l'équipe, le reste des autres services, etc. Alors, je te le disais tout à l'heure, l'information c'est la clé et moi, quand j'arrive, c'est vraiment mon objectif, c'est de récupérer toutes les informations qui gravitent autour de mon poste et de mon hôtel. Donc généralement, j'ai déjà prélu les plaintes, mes emails, toutes les informations qui peuvent me concerner pour éviter de me faire surprendre et pour, si j'arrive à 8h et qu'à 8h01, il y ait un client qui me saute à la gorge, que j'ai au moins la première information pour être capable de désamorcer la situation. Donc ensuite, c'est récupérer auprès du shift du matin ou du soir tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Est-ce qu'il y a eu différentes plaintes? Toutes choses un petit peu alertantes. Tout ce contenu-là, est-ce que le client qui s'était plaint la veille au soir quand je suis parti, pour lequel j'avais donné une consigne, est-ce qu'il a été rencontré pendant la nuit? Est-ce qu'on a pu, comme c'était prévu, lui faire monter une bouteille de champagne au moment où il arrivait? Est-ce qu'il a fait un retour? Est-ce qu'on a mis à jour notre tableau de suivi des plaintes? Ensuite, une fois que j'ai récupéré les informations, je rencontre tous les chefs de service et la direction générale dans ce qu'on appelle le morning meeting, qui se fait dans la plupart de ces établissements. C'est la réunion du matin qui dure généralement 10-15 minutes, pendant laquelle chacun transmet ses infos. Donc moi, je retransmets toute l'information qui m'a été partagée le matin et les actions qui vont être mises en place quand il y a des suivis effectués. Et je récupère l'information des autres chefs de service, qu'ensuite je retransite à mes équipes. Et donc, je veux m'assurer que le message de la direction leur soit bien partagé et qu'on aille dans cette logique-là. Est-ce qu'on est sur des métiers extrêmement terrain et qu'ils ont besoin d'éléments applicables pour eux? Si on leur dit simplement, bon, aujourd'hui, il faut faire de l'expérience client et de la qualité, très bien. Comment est-ce que vous le faites? Il faut augmenter le chiffre d'affaires de plus 20%. Bon, déjà, ça paraît fou. Et comment est-ce que vous le faites au quotidien? Comment est-ce que vous travaillez avec votre département des étages pour réussir à créer une vraie expérience? Est-ce que vous avez d'autres éléments à disposition? Est-ce qu'aujourd'hui, au restaurant, on n'a pas notre barman qui peut proposer un cocktail spécifique qu'on pourrait mettre en avant pour tous les accueils pendant l'après-midi? Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui de faire l'accueil d'un groupe de 10 personnes dans une salle de réunion pour un vrai espace réservé dans lequel on puisse prendre du temps? Et une fois que ma journée est lancée, je m'assure d'être présent pour les équipes. Il y aura toujours des anomalies, des imprévus. On reste sur de l'humain. Un collaborateur qui se présente pas, un client qui arrive beaucoup plus tôt, ou un client qui veut prolonger son séjour alors qu'on est complet. Toutes ces problématiques qu'on peut imaginer dans un hôtel qu'il faut gérer. Et quand je me suis libéré... Mais qui rendent le métier sympa. Qui rendent le métier passionnant, difficile mais passionnant. Et autant que possible, j'essaye de me rapprocher du terrain. Parce que j'oublie pas aussi que je suis certes chef de service, mais ce sont mes clients qui me font vivre, donc de passer un maximum de temps dans mon lobby pour les rencontrer. Et je te parlais tout à l'heure de la sensation d'être dans un lobby, de le voir vivre. Quand j'arrive le matin, je fais toujours un tour complet de l'hôtel. Et rien qu'en faisant le tour, avant même d'avoir partagé avec mes équipes, je peux déjà un petit peu sentir, palper l'atmosphère de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être sur une journée très active? Est-ce qu'on va être sur une journée, au contraire, très très calme? Rien qu'à la façon dont les clients et les collaborateurs s'agitent dans le lobby. Ça, c'est assez amusant, hein, de
sentir son espace de travail s'animer instant par instant. Autre question, alors on a un petit peu parlé de l'évolution possible au sein même de la brigade, Oui. mais également tu semblais dire que c'était aussi un peu une voie tracée, ou en tout cas une voie un peu plus facile pour atteindre des niveaux de direction dans les hôtels. Alors quels sont-ils, par quelle voie et vers quelle évolution on peut aller? Alors tout à fait, le poste de chef de réception, on va dire c'est un responsable de l'accueil, donc vraiment de la partie, ce que nous on appelle le front office, donc c'est la partie qui est face au client. Derrière, il y a un petit peu une partie back office, on l'appelle pas comme ça, c'est les étages. Donc les étages housekeeping, comme on l'appelle dans le jargon, dirigés par le gouvernant ou le responsable gouvernant général. Et au-dessus du gouvernant général d'un côté et du chef de réception de l'autre, qui représentent chacun de leur département, il y a un directeur de l'hébergement. Okay. Ça, c'est vraiment un poste qu'on retrouve principalement dans les palaces et dans les très grands 5 étoiles. Il n'a pas lieu d'être dans les plus petits établissements où il y a moins de hiérarchisation. Et généralement, c'est représenté par le directeur de l'hôtel dans les plus petites structures. Et en revanche, dans les palaces, on a le directeur de l'hébergement et au-dessus, on a ce directeur hôtel. Après, il y a plein de strates possibles. Il peut y avoir un assistant directeur de l'hébergement, on a un responsable des services d'accueil. Il y a vraiment plein de postes intermédiaires. Mais voilà, ça donne une bonne idée. Ensuite, donc je parlais tout à l'heure de la direction générale, direction hôtel, puis direction générale. Donc ça, c'est une voie voilà, qui est toute tracée. On va dire ce qui manquera au chef de réception, qui a un parcours complètement opérationnel, c'est toute la partie chiffres, revenu management, c'est ce que je te disais en première partie, c'est pour ça que moi je voulais tout de suite l'intégrer dans mes études. Et c'est important aussi qu'un directeur hôtel soit passé par de la restauration. C'est-à-dire que quand le jour où il va diriger l'hôtel, il dirige plus que la réception. Il dirige aussi la partie restauration qui représente un certain chiffre d'affaires, et il faut aussi connaître toute cette partie, comprendre comment fonctionne un service commercial. Donc voilà, il y a plein de compétences à acquérir, mais je pense que la réception donne vraiment tous les atouts, tous les éléments pour pouvoir y accéder, et surtout, comme je disais, on comprend le fonctionnement de l'hôtel puisqu'on est ce fameux centre névralgique, ce qui n'est pas le cas quand on est ailleurs, positionné dans l'hôtel. Ouais, je comprends tout à fait. Et alors, en tant que chef de réception ou réceptionniste, peu importe, dans un hôtel, est-ce que tu peux exercer ce métier dans d'autres secteurs d'activité? Alors, oui, on peut l'exercer dans beaucoup de secteurs. Tout ce qui est lié à l'accueil, de toute façon. Parce qu'en fait, même si le métier ne sera pas exactement le même, on retrouvera les mêmes caractéristiques liées à l'accueil, le côté rigueur, précision, le côté expérience client, être capable de gérer des flux. Toutes ces notions-là, on va les retrouver à travers des hôtes d'accueil, à travers des réceptionnistes sur des événements. On peut les retrouver dans tout lieu commercial où il y a besoin de faire un secrétariat, un accueil, même si, bon, secrétariat, ça sonne toujours un peu péjoratif. Pour moi, le métier de réceptionniste est beaucoup plus lié à l'expérience que à l'administration, à l'administratif, même si l'administratif est une partie qu'on peut pas décrocher. Donc on va le retrouver dans tous ces milieux-là, dans la banque également. Il y a beaucoup de parallèles entre les métiers de la réception, de l'hospitalité, et les métiers de la banque qui aiment aussi cette rigueur-là, et on les retrouve de plus en plus dans les métiers de ce qu'on appelle le retail, donc tout ce qui est la vente d'objets, de mode, dans des grandes maisons de luxe. Bien sûr. J'ai énormément de collaborateurs qui ont été démarchés et qui sont partis travailler chez des Chanel, Dior et autres, puisqu'en fait les compétences qu'on développe, les formations qu'on a dans l'hôtellerie sont extrêmement recherchées dans ces milieux-là. La façon de gérer avec finesse une clientèle, d'être capable de faire de la vente également, de comprendre leur culture, et souvent en hôtellerie, tu as compris, beaucoup de polyglottes. Ouais, bien donc sûr, bien sûr. l'environnement du retail vient énormément nous chercher dans l'hospitalité. Oui, ça m'étonne pas du tout, effectivement. Ok. Bon, bah, super. Avant de parler de tes autres activités, est-ce que tu as réfléchi à une anecdote sur ton métier? Ah oui, je disais tout à l'heure, on nous demande toujours des anecdotes. Moi, c'est une partie un peu difficile pour moi, parce que
Pour moi, les moments les plus marquants de ma carrière, c'est pas forcément des grandes anecdotes, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué. Je te parlais tout à l'heure du parcours, un petit peu de formation, comment je suis passé de la maison Champs-Élysées à l'hôtel Peninsula, et où d'un coup je me retrouve dans cette énorme structure qui deviendrait un jour un palace. Et je me souviens très bien des journées de recrutement, parce qu'elles étaient absolument exceptionnelles en termes de taille. On est en mai 2014. Je m'en souviens comme si c'était hier, et on est juste à côté de l'avenue Kléber, puisque l'hôtel Peninsula est avenue Kléber, mais à l'époque, les lieux de recrutement étaient dans une avenue perpendiculaire. Et on arrive là et je vois ce page boy. Donc le page boy, c'est l'emblème Peninsula. Il faut imaginer un Spirou habillé en blanc. Donc c'est vraiment un groom avec son petit chapeau rond habillé en blanc. Donc là, je vois ce groom qui m'accueille et qui m'accompagne vers le lieu de recrutement. Et il y avait quelque chose comme plus de 600 recrutements, je crois, qui étaient faits sur les 2 jours. Donc on avait des files par département, et on rencontrait d'abord notre potentiel responsable de département, donc pour moi c'était la réception, puis le ou la RH, et enfin, si on était validé, si on passait les salles, on se retrouvait vers la direction générale. Donc c'était bon signe généralement quand on allait dans la 3e salle. Donc je vais dans cette 3e salle, je fais tous mes entretiens, je m'essore un petit peu de toute cette émotion. On me confirme que je suis validé quelques semaines après, et là arrive le 1er juillet 2014, grande ouverture du Peninsula, et j'ai fait l'ouverture, c'est-à-dire la pré-ouverture, la journée d'intégration, on appelle ça, avec 300 collaborateurs. Je sais pas si tu imagines ce que ça fait de rentrer dans un hôtel. Voilà, vous êtes les 300 nouveaux. C'est comme une rentrée des classes, mais vous êtes un collège entier à rentrer dans un hôtel qu'il faut imaginer d'absolument majestueux, qui venait tout juste d'être fini. C'est-à-dire que quelques semaines avant, les collaborateurs qui étaient là depuis plus longtemps que nous se déplaçaient avec des casques parce que c'était encore un chantier. Nous, on arrivait, c'était tout juste terminé. Et là, on nous fait visiter ce qui pourrait... c'est Versailles. Il y avait de l'écho partout parce qu'il n'y avait pas encore le mobilier. Les chambres étaient terminées au niveau des murs, mais on n'avait pas de lit. Les technologies étaient tout juste installées, pas connectées. Il y avait des fils qui pendaient par-ci, par-là. Et là, je suis avec ces 300 personnes et on nous fait une visite de l'hôtel. Mais vraiment, j'en ai des souvenirs qui sont absolument incroyables. Et on vous dit, voilà votre réception. Donc, on ne sait pas exactement de quel côté du lobby ce sera posé, comment ce sera posé. Mais dans un mois, les premiers clients arrivent ici et il faut tout mettre en place. C'est génial. Tout est à faire, quoi. Tout est à faire. Ouais. Je crois que c'est une très belle aventure, hein, une ouverture d'hôtel, et en plus un hôtel comme celui-ci, quoi, qu'on vit pas non plus. C'est pas quelque chose qu'on vit qu'un soir dans sa carrière, hein, je pense. Complètement. Complètement. Des ouvertures, il y en a régulièrement, et je recommande à toute personne passionnée d'hôtellerie d'en faire une, parce que on dit souvent on gagne plusieurs années d'expérience en faisant une ouverture. On apprend beaucoup sur le terrain, mais une ouverture de cette ampleur-là, c'est un condensé d'expérience, d'énergie, de choses qu'il faut mettre en place, et c'est vraiment très riche, très très riche. Et moi, je me souviens surtout du lien qu'on a créé entre les équipes. C'est-à-dire que les équipes de pré-ouverture et d'ouverture, la plupart d'entre elles aujourd'hui sont encore des amis. Parce qu'en fait, on s'est tous réunis, on s'est dit, bon, voilà, on ne sait pas comment on va faire exactement, on n'a pas de plan de bataille précis, mais on va le faire, et puis on va le faire tous ensemble. Et du coup, il y a ce lien très très fort qui se crée, et qui a fait que l'ouverture du Peninsula a aussi été un succès, même si les débuts ont été difficiles comme toute ouverture. Mais moi, avec l'équipe que j'avais autour de moi, je garde un souvenir absolument incroyable de ces premières semaines. Bon, de tous les échos que j'ai pu avoir, des personnes que j'ai rencontrées effectivement du Peninsula, et bien sûr de ma sœur qui travaille. Oui, c'est... Qui m'a recruté du coup. Ouais, exactement, qui faisait partie, j'imagine, du processus, puisqu'elle est DRH.
Ouais, mais elle me dit effectivement très régulièrement que c'est une expérience absolument magique, quoi, absolument magique. Et Xavier en a parlé pendant son épisode, qui est le chef sommelier, donc du Peninsula, puis désormais du Crillon. Mais ouais. Bon bah super, merci beaucoup pour ton anecdote. Moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de tes autres activités. Alors je voudrais notamment que tu nous parles de Hospitality Insiders que tu as créé. Alors Oui, je crois il y a quelques mois. Et quel est son objectif? Qu'est-ce que tout à tu fait. as comme idée? Alors, pour se remettre dans le contexte, donc le 19 mars 2020 ferme l'hôtel de Berry, donc l'établissement dans lequel je travaille. Confinement pour tout le monde, et nous on a décidé de fermer pour ne pas réouvrir avant une situation plus stable, puisqu'en fait c'est un établissement qui fonctionne à peu près 80% avec une clientèle étrangère. Donc à l'heure actuelle, on est mi-2021, l'établissement est toujours fermé. Ma première semaine de confinement, je me suis dit que c'était... Enfin, déjà, je pouvais pas rester enfermé à rien faire, c'est pas ma nature. Et puis, j'avais des idées qui me trottaient dans la tête depuis quelques années déjà. J'avais envie un petit peu de créer, d'être plus acteur de mon milieu et pas, on va dire, pas simplement faire ce qui m'était demandé, mais essayer d'aller un petit peu plus loin. Et alors, c'est amusant parce que moi, j'aime bien étudier d'autres voies, voir d'autres process, et j'ai cherché ce qu'on appelle l'ikigai. Donc je sais pas si tu as déjà entendu parler Que de si. ce terme. C'est vrai? Bien sûr. Bon, Ouais, ça alors m'intéresse beaucoup. l'ikigai, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un concept japonais qui en fait est le croisement de dire 4 points. L'un, c'est ce qui te passionne, l'autre, c'est ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être payé, et ce dont le monde a besoin. Qu'il y a des livres qui existent, et moi je me retrouve à lire un petit peu des articles et des livres. On est à une semaine de début de confinement, et je très rapidement arrive au milieu de ça que ce que je veux faire, c'est de la formation et du conseil en management hôtelier haut de gamme. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Hospitality Insiders, qui allait devenir ma marque. Donc aujourd'hui c'est une petite entreprise individuelle. Et en fait, je travaille avec à la fois des hôtels, mais aussi des écoles, puisque la partie scolaire pédagogie m'intéresse beaucoup. Et je fais des formations, du conseil également, et ma marque de fabrique, on va dire, ce sur quoi j'aimerais vraiment être développé, c'est sur la partie digitale. Je voudrais vraiment pouvoir créer un maximum de contenu digital, donc le podcast en fait partie, mais pouvoir diffuser le plus largement possible du contenu. Je trouve que moi, j'ai souvenir que quand j'étais à l'école, tout mon contenu, je l'avais intégralement via mes professeurs. Et je trouve dommage de ne pas pouvoir accéder directement et à des professionnels, d'avoir des retours qui viennent du terrain. Aujourd'hui, on a des vidéos YouTube, on a des contenus podcasts, on a des réseaux sociaux professionnels type LinkedIn sur lesquels on peut échanger. Donc essayer vraiment d'apporter de la richesse, de la valeur ajoutée à un maximum de personnes, créer aussi des vocations, et s'assurer que les personnes qui arrivent dans cette voie, elles sachent en fait où elles mettent les pieds. Et voilà, vraiment partager ce qui pour moi est une passion tous les jours, et avec finalement d'autres passionnés. Donc ainsi c'est créé Hospitality Insiders. Pour l'instant c'est que le début, et puis je suis encore toujours officiellement en poste à l'hôtel de Berry. Donc on verra vraiment l'évolution en fin de pandémie, quelle voie est-ce que ça va prendre. Et là, comme tu le sais, je lance mon podcast également dans quelques jours. Alors ça, j'ai hâte. Donc il y aura, ce sera pas vraiment de la découverte de métiers comme toi, c'est vraiment très spécifique, excellence de service. Donc c'est-à-dire que je vais rencontrer des acteurs de l'hôtellerie, tourisme, restauration, mais pas que, aussi d'autres milieux, toujours avec cette ligne conductrice autour de l'excellence de service, qui est vraiment ma passion, ma marque de fabrique, et ce sur quoi j'aimerais continuer de me développer. Bon. Et c'est vrai que sur ton site, tu parles effectivement comme mission de réenchanter l'expérience client. Moi, je trouve que c'est une mission qui est super, et qui d'ailleurs s'applique à beaucoup. Hein. Je veux dire, effectivement, ça s'applique à l'hôtellerie, mais à
tous les secteurs d'activité. Absolument. Et moi qui fais du marketing, je peux te dire que réenchanter l'expérience client, c'est un peu le fil rouge que tous les marketeurs souhaitent travailler. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant. Complètement, il y a également cette partie bon, là on parlait d'expérience client, mais pour moi il y a aussi réenchanter les collaborateurs. Voilà. Quand je te dis que il y a cette passion de la formation et de la transmission, c'est essentiel. C'est vraiment d'abord on prend soin de nos collaborateurs, on s'assure que eux vivent une expérience formidable, à l'image de ce que je te racontais au Peninsula, quelque chose qui va les marquer au fer rouge, qui va leur donner envie de faire leur métier avec passion, et ensuite tu peux être sûr que l'expérience client, elle va être d'un bien plus haut niveau, et voilà, c'est tout un process dans lequel chaque personne a sa place, et dans lequel, et je me bats pour ça, l'humain est vraiment au centre de tout. Et c'est ça qui fait la richesse de nos métiers. Et la richesse de ta mission aussi, de ce projet-là, je trouve que c'est si toutes les marques pouvaient suivre ce conseil-là et toutes les entreprises, on avancerait beaucoup mieux parce qu'on s'aperçoit effectivement à quel point dans n'importe quelle entreprise, les employés sont les premiers ambassadeurs, d'autant plus quand ils sont en face des clients, quand ils ont des contacts, qu'ils soient physiques ou à distance, c'est vraiment essentiel. Donc je te rejoins complètement. Il y a un dernier point dans les missions que tu présentes sur le site qui m'a interpellée, c'est tu dis changer le monde. Et alors ça, j'aimerais bien savoir comment tu penses que et en quoi ton métier peut y participer en fait. C'est mon côté très 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 optimiste et voire utopiste, et ambitieux. Tout à fait. Et ambitieux également. Oui, je pense que on peut pas changer tout le monde en un seul coup de baguette magique, mais en revanche, je suis persuadé que l'énergie de chacun apporte à l'inertie globale, au mouvement global, et que c'est important que tout le monde joue le jeu. Donc moi j'essaie d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice avec encore une fois, sans la prétention de changer le monde. C'est difficile même pour un chef d'État, donc à mon niveau j'ai pas cette prétention là, mais d'essayer en tout cas de diffuser un maximum de connaissances, un maximum d'outils positifs autour de moi, et si je peux en plus fédérer des personnes, les emmener dans cette mouvance, j'aurai la sensation d'avoir réussi ma mission. Et il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, mais pour moi il est en filigrane de tout ce qu'on dit là, c'est la partie développement durable, la partie RSE, comme on l'appelle un peu dans le jargon d'entreprise, mais d'également impliquer nos collaborateurs et nos clients dans des démarches qui soient à la fois autour de l'expérience, dit humain. Elle peut être luxueuse, pour autant elle ne doit pas être dans une surconsommation. C'est vraiment des nuances que je fais qui sont très très importantes, et d'être toujours dans le respect de son territoire, dans le respect de sa planète, pour qu'aussi nos enfants, nos petits-enfants derrière nous puissent continuer d'en profiter. Et moi j'ai vraiment la sensation d'avoir une responsabilité à jouer par rapport à ça, et un rôle à tenir. Donc voilà, j'essaye dans mes actions au quotidien d'avoir un maximum d'impact positif. Donc j'aime à croire que c'est que le début. Je pense qu'il y a encore énormément à faire, mais je reste très très optimiste par rapport à ce parcours et cette aventure-là. Voilà. Et le podcast, du coup, ça sort quand? Et c'est quoi le premier épisode et tout ça, Alors, pour le premier épisode, j'ai choisi un invité commun qu'on a, toi et moi, et c'est pour ça que c'est tout aussi intéressant. Je te le donne un petit peu en prémisse. Donc c'est Xavier Tuisa, tout à fait, qui est le fameux chef sommelier du Crillon, qui moi j'ai fait l'ouverture du Peninsula, qui est en plus un ami. On partage des vraies valeurs professionnelles, également humaines. Donc je pense qu'il y aura beaucoup à dire, et l'entretien devrait sortir dans les 2 ou 3 semaines. Je pense que en juin, tes auditeurs pourront largement l'écouter. Et bon, tu nous tiens au courant, et on le relaiera avec grand plaisir. Et puis alors Xavier, c'est quand même juste l'invité de luxe quand même, oui. Par excellence. Absolument, j'ai beaucoup de chance. Oui, c'est ça. Il est parfait, quoi. Alors, si on revient maintenant un peu plus sur ton métier, le métier que tu as exercé de chef de réception, en conclusion, tu dirais que quelles sont tes joies, tes fiertés de l'exercer? C'est vraiment mes équipes, c'est le lien que j'ai pu créer avec mes équipes, le plaisir que c'est
déjà de créer sa propre équipe, de faire ses recrutements, de sentir des personnalités, pas juste des compétences techniques, mais vraiment des personnalités, et de se dire, on va pouvoir faire quelque chose avec ce profil-là, voir comment est-ce que ça peut matcher, comment est-ce qu'on peut les développer aussi, pour en faire la meilleure version d'eux-mêmes, s'ils le veulent bien, et de voir qu'il y a ces synergies qui se créent à l'intérieur de l'équipe, ces liens où moi, ma plus belle réussite, c'est quand c'est quand on n'a pas besoin de moi, c'est quand j'arrive à l'hôtel et que je me rends compte que mes équipes, elles tournent sans moi. Ça me procure beaucoup de fierté, de plaisir. J'ai du plaisir avec mes clients, mais j'ai énormément de plaisir avec mes équipes quand je les vois exercer et quand je vois qu'elles s'épanouissent dans ce qu'elles font. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des difficultés à l'inverse, des choses qui sont un peu plus compliquées dans ce métier et dont il faut avoir conscience, tu vois? Comme dans toute entreprise, il y a une difficulté, c'est qu'on n'est pas tout seul. Donc, je ne suis qu'un chef de service en tant que chef de réception parmi d'autres chefs de service. Donc, il faut discuter, toujours argumenter, trouver des terrains d'entente avec les autres départements. En fait, chaque département a un peu son petit bout de gras à défendre. Et ça peut créer vraiment des difficultés. Donc, il faut réussir à accorder son violon avec tout le monde pour qu'il y ait une harmonie globale dans l'orchestre, si je peux prendre cette métaphore-là. On gère des profils qui n'ont pas nécessairement le même âge, la même histoire, la même vision du métier. Et il s'agit de pas s'imposer, mais de les emmener également dans ce mouvement-là. C'est marrant ce que tu dis sur le fait d'orchestrer. Je pense qu'il y a l'épisode là dans 2 semaines va t'intéresser puisque c'est une jeune chef d'orchestre. Génial. Et très intéressant parce que justement il n'y a pas de rapport hiérarchique. Avec des spécialistes de très haut niveau dans chacun des parties instrumentales et elle, cette femme qui doit trouver une façon de les emmener, de les embarquer. Donc on est vraiment au cœur de toutes les problématiques de leadership. Donc génial, enfin, je pense que ça peut t'intéresser. Mais j'écouterai ça avec attention, tout à fait. Voilà. Alors selon toi, s'il y a des gens qui veulent faire ce métier plus tard, quelle qualité, tant en termes de savoir-être que de savoir-faire, tu conseilles fortement d'avoir? Alors clairement du savoir-être, avant toute chose. Le savoir-faire, ils pourront toujours l'acquérir dans l'entreprise auprès de grands professionnels. Avant tout, je dirais une passion pour l'humain, pour les relations humaines, une capacité d'écoute et de remise en question. On apprend tous les jours, mais vraiment. Donc si vous aimez la routine, évitez ce métier, allez faire autre chose. On n'a pas d'horaires qui sont réguliers. On travaille les semaines comme les week-ends, les jours comme les nuits. Voilà, il y a un mode de vie qui peut paraître difficile quand on le regarde en surface, mais le vecteur, c'est être passionné par l'humain, faire ce qu'on fait avec amour, et ensuite ça rend vraiment les choses beaucoup plus simples. Donc venez avec vos capacités, enfin plutôt vos compétences douces. Le reste est assez fluide. Il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle pour grandir dans ces métiers. Et après, des dizaines d'autres compétences douces qui sont peut-être plus secondaires, mais voilà, des capacités à négocier, capacités à convaincre, tout ça, c'est des choses qui vont beaucoup servir pour devenir un bon manager et encore plus un grand leader pour fédérer autour de soi. Mais déjà, quand on a cette base de passion de l'humain, je pense qu'on peut vraiment s'épanouir dans ces métiers. Tout le reste s'acquiert au cours du temps. D'accord, avec l'expérience et au contact des clients et des équipes, quoi. Ok. Absolument. Et alors plus globalement, toutes les personnes qui, au-delà même de ton métier en fait, qui se posent des questions sur leur orientation quand ils sont jeunes ou bien qui sont en phase de reconversion, est-ce que tu aurais des conseils à leur apporter à ces personnes-là? Plein. Le premier, c'est n'attendez pas qu'on vous donne l'information, allez la chercher. C'est-à-dire que toi et moi, même au début de ma carrière, enfin de mon parcours scolaire, on n'avait pas accès à l'information aussi facilement. On n'avait pas de réseaux sociaux. C'est difficile pour contacter un professionnel. Il fallait trouver son numéro dans les pages. Il fallait ensuite obtenir un rendez-vous, etc. Moi, aujourd'hui, je veux parler à tel dirigeant d'entreprise. Je vais sur LinkedIn,
je trouve son profil, je lui écris un message personnalisé, j'essaie de l'accrocher avec un quelconque contenu, quelque chose qui va attirer son attention, et ensuite il me répond ou il me répond pas. Mais quand il me répond, ça me permet d'avoir un entretien au téléphonique ou par écrit, de pouvoir poser les questions pour lesquelles j'ai besoin de réponses. Donc vraiment aller creuser. Tout le contenu, en fait, il est déjà disponible. Et moi, tu l'as bien compris, c'est le travail que j'essaie de faire aussi, c'est d'apporter de la valeur ajoutée par la qualité du contenu que je mets en ligne. Donc en tant qu'étudiant, jeune professionnel, allez chercher un maximum d'informations. Prenez votre ordinateur, prenez votre téléphone, utilisez les réseaux qui sont à votre disposition, tous ces sites sur lesquels il y a des choses merveilleuses, et faites votre propre bibliographie, en fait. Faites votre propre contenu, et vous apprendrez tellement plus vite que si vous restez assis sur une chaise à attendre qu'un professeur vous chante la bonne comptine et que vous appreniez par cœur. Et comme tu l'as compris en première partie, c'était pas du tout ma spécialité. Et pour autant, je m'en suis très bien sorti à l'école et professionnellement, parce que j'ai fait cet effort supplémentaire d'aller chercher du contenu dès que je l'avais à disposition. Ok, super, très bon conseil et très différent de ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, donc c'est top. Je pense que au fur et à mesure, je vais construire des briques supplémentaires. Ouais, tu vas pouvoir écrire un livre. Et ouais, c'est ça exactement. Et ben merci pour tout, Maxime. Alors avant de se quitter, tu sais que je te demande toujours de me lancer le défi de partir à la découverte d'un métier. Alors est-ce que tu as pu y réfléchir? J'aimerais bien que tu rencontres un mathématicien, un chercheur en mathématiques plus précisément. Donc tu as compris ma passion pour les maths. Attends, est-ce que ton objectif, c'est qu'à la fin du podcast, tu aies envie de reprendre des études de maths ou pas? Est-ce que c'est ça l'objectif que tu me fixes? L'objectif est clairement inatteignable, mais j'aimerais comprendre cette passion, et je vais te dire un autre secret. Je te disais que je venais d'une famille de scientifiques. Mon propre frère fait une thèse et un post-doctorat en mathématiques abstraites, donc c'est très compliqué d'avoir des conversations. C'est ce que j'allais te dire, les discussions à table doivent être sympas, non? Absolument. Et donc il essaie de m'expliquer depuis maintenant une dizaine d'années. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il fait. Donc si, grâce à toi, j'arrive à comprendre, je serais ravi de pouvoir placer quelques phrases à table grâce à ton podcast. Donc je te lance un vrai défi, et j'ai peut-être quelques références dans ma famille à te partager si besoin. Alors je veux bien, et je trouve ça très intéressant. Je vais te dire, ça rejoint une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps en famille, notamment avec ma mère qui est très bonne pédagogue, et qui s'est toujours demandé pourquoi on n'arrivait pas à rendre les mathématiques concrètes à l'école. C'est-à-dire que les élèves, souvent, et mes enfants en premier, d'ailleurs, me disent à chaque fois, mais en fait, les mathématiques, ça ne sert à rien, quoi. Dépasser les additions, les divisions, le truc dont tu vas te servir potentiellement demain pour faire une note, une facture ou je ne sais quoi. Le reste, ça ne sert à rien. Pythagore, Thalès, bref. À montrer en quoi les mathématiques sont au cœur de tout et au cœur de la vie, justement, très concrète. Et que le jour où on arrivera à faire ça, cet effort-là pédagogique, probablement que les élèves s'intéresseront un tout petit peu aux maths au-delà du scolaire. Et tu pourras avoir des étudiants intéressés et non pas agités comme moi je l'étais. C'est ça, voilà, exactement. Donc, le moment où ils comprendront pourquoi est-ce qu'ils apprennent et l'application que ça peut avoir dans la vie, tout à fait. Bon, très intéressant, et puis, et ben parfait. Un Bonne domaine chance. que je... Ouais, ça va être costaud pour préparer les questions surtout. Mais bon, il va falloir que je me concentre. Super, très 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 beau défi. Je te remercie énormément. Et puis écoute, je te dis à très très vite pour la diffusion de ton épisode. Merci à toi, Julie, à très bientôt. Au revoir, Maxime. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre l'importance de ce métier névralgique au sein d'un hôtel. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Maxime sur son compte LinkedIn, Maxime Blot, B-L-O-T, ou sur son compte Instagram, Hospitality Insiders. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine.